Bienvenue dans le podcast Simp Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. Je suis Nicolas Ballon-Perrin, le fondateur de Simp, et je serai votre hôte tout au long de ce podcast. Chez Simp, nous vous permettons de réaliser des analyses biologiques ciblées selon vos inconforts pour comprendre leurs causes et les soulager avec une nutrition personnalisée adaptée à vos besoins. On voit hein, le 1er janvier, tout le monde va s'inscrire à la salle, on va pas citer son nom, mais tout le monde va prendre son abonnement. Et puis le 15 janvier, il y a plus personne. Comment est-ce que tu peux aider quelqu'un à passer ce stade crucial un petit peu des 2-3 premières semaines? Enfin, je sais pas combien de temps déjà il faut passer pour arriver dans ce stade où ça fait partie de ta vie, et quelles sont les astuces que tu donnes à tes clients pour passer ce cap? Ouais, voilà. Donc, je vais faire une petite blague, enfin, pas une petite blague, mais j'ai une fois fait une séance de yoga, on va dire ça, un peu yoga, méditation, spiritualité. L'animatrice, on va appeler ça comme ça, elle utilisait une phrase à un moment donné, elle disait est-ce que vous êtes prêt à mourir? Bon, alors, personne n'est prêt à mourir. Mais elle utilisait cette phrase en disant est-ce que tu es prêt au changement? Et à quel point tu es prêt au changement? Est-ce que tu es prêt à laisser, à abandonner un petit peu tes anciennes croyances ou tes mauvaises habitudes et adopter des nouvelles habitudes pour pouvoir créer un changement qui va s'opérer dans 3 mois, 6 mois et ainsi de suite. Beaucoup de gens travaillent sur la motivation, mais la motivation est fluctuante, ça, elle bouge tout le temps. C'est très difficile de dire tiens, je suis motivé, maintenant je signe et je m'engage. Peut-être, de nouveau, on revient à écouter son corps, peut-être se dire pourquoi est-ce que je veux faire du sport? Est-ce que c'est parce qu'on me le dit? Est-ce que c'est parce que c'est le médecin qui le dit? Est-ce que c'est le miroir et des choses comme ça? Donc, pourquoi est-ce que je veux en faire? Et si je réponds à ce pourquoi, alors le tout, c'est s'engager sur le long terme en disant je vais traverser par plusieurs étapes. Hein, donc, l'expérience parfaite où tout se passe bien n'existe pas. Il y a toujours des hauts, des bas. Mais je m'engage sur le long terme et je m'inscris sur une discipline, en fait. Donc, ne plus compter sur la motivation, compter sur la discipline et se dire que donc, dans ces différentes étapes, on passe tous un peu par les différentes étapes. On peut dire qu'il faut parfois 21 jours ou même 30 jours pour faire en sorte que, pour créer un changement dans la vie et pour faire en sorte de passer d'une mauvaise à une bonne habitude. Concrètement, comment est-ce que tu planifies ces 21 premiers jours et comment est-ce que tu arrives à ces 21 premiers jours, sachant que la semaine 2, une fois il pleut, une fois t'as pas le temps parce que t'es au travail. Quelles sont un peu les astuces que t'as pour toi peut-être déjà, ouais. Même si on n'est souvent pas le meilleur exemple de son art, mais comment est-ce que quels sont tes outils? Dans un premier temps, c'est vrai que il y a pas beaucoup de notions quand une personne démarre, il y a pas beaucoup de notions de plaisir dedans, elle a pas beaucoup de retours. Mais ce qui peut faire la différence, c'est se dire je me prends du temps pour moi, uniquement pour moi, et le moment où je peux prendre du temps, où j'ai pas de stress, où je ne suis pas dérangé par qui que ce soit, est-ce que ça peut être le matin? Est-ce que ça peut être sur le temps de midi? Ou est-ce que ça peut être le soir pour parfois décharger après une journée de sport? Mais c'est vraiment se dire, je prends un moment pour moi et je coupe mon téléphone et je vis l'instant présent. Et donc, dans un premier temps, il faut un peu s'obliger à le faire et accepter que ça n'avance pas tellement, que c'est dur, qu'il n'y a pas beaucoup de plaisir. Et donc, moi, forcément, en tant que coach, c'est plus facile de créer une relation, en fait. Donc, en tant que coach, on joue beaucoup là-dessus, c'est qu'on crée une relation et on crée un environnement, un environnement serein, un environnement sécuritaire où la personne se dit, tiens, finalement, je suis bien ici. Et parfois, les gens me disent 1 heure d'entraînement, mais c'est trop, c'est pas possible. Mais en fait, finalement, elle arrive à s'entraîner pendant 1 heure, mais c'est pas 1 heure à haute intensité. C'est 1 heure où on fait un échauffement. Enfin, la première partie, on fait un échauffement, on fait un peu des mouvements, des mobilisations articulaires, on fait un tout petit peu de renforcement, on fait des travaux de respiration. Et donc, c'est créer cet environnement où la personne sort de là en disant ah chouette, j'étais capable de tenir cette heure. Mais c'est vrai que dans un premier temps, il faut un peu s'obliger. Hein. Et c'est ça, tu parles d'environnement, je crois, parce que tu dis que la motivation elle fluctue. En effet, tous les jours tu vas pas être motivé pour aller au sport. Mais est-ce que t'as pas aussi une façon de façonner son environnement pour faire en sorte qu'en fait ça ne dépende pas de ta motivation? J'aime bien trouver avec la personne un objectif court, moyen et long terme et se dire on vit cet objectif. Bon, je prends un exemple. C'était un peu moi avant aussi. Je vais courir les 20 km de Bruxelles. J'ai une date.
Et une fois que j'ai une date, bah, je me dis, OK, 3 mois avant, je dois mettre en place des choses. Et puis, à l'approche, tiens, il me reste plus qu'un mois et demi. Est-ce que j'ai répondu aux différentes tâches, aux différents critères et ainsi de suite? Donc, je trouve que c'est plus motivant de fixer une date et de mettre un objectif qu'on va découper finalement en cycle ou en plusieurs séances et des choses comme ça. Donc, ou quelqu'un qui marche, se dire voilà, je vais faire une marche d'autant de kilomètres pendant l'été. Il faut que je sois prêt d'ici là et avancer progressivement. Il y a l'aspect symbolique de la chose qui peut t'aider à tenir en fait, à ne pas dire je lâche pour X raison. Tu peux dire OK, aujourd'hui ça va pas, je me sens pas bien, je suis fatigué, je suis stressé, mais je me suis quand même inscrit là-dedans. Et donc et ça revient de nouveau à la phrase je me suis inscrit, je me suis engagé et je suis prêt à mourir entre guillemets. Et donc quand on souvent je questionne mes clients en leur demandant tiens, quel est ton pourquoi tu fais ce que tu fais? Et parfois les gens oublient le pourquoi. Et donc quand tu rappelles et que tu rattaches les gens vers le pourquoi, ils se disent OK, je sais pourquoi je le fais. En ce moment c'est dur, j'aime pas ce que je fais, mais je sais pourquoi je le fais. Donc et ça marche comme ça. On parlait hors antenne, tu parlais de c'est un peu ce cadran avec le but d'arriver justement en autonomie dans ce truc où ta routine sportive fait partie de quelque chose que tu fais de manière inconsciente. Tu parlais de passer par certaines phases. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à expliquer. Ouais. Donc je disais, oui, c'est ça. Je disais tout à l'heure, j'expliquais les différentes étapes d'apprentissage. Ça veut dire qu'on traverse tous ces différentes étapes. On commence toujours par l'incompétence inconsciente. Je sais pas que je sais pas. Et donc je prends toujours le même exemple. C'est je bois une boisson sucrée après le repas et je ne sais pas que c'est mauvais pour mon corps jusqu'au jour où mon collègue me le dit, tiens, Patrick, c'est mauvais de boire ça. Et alors là, j'arrive à une étape où je suis toujours incompétent, mais je suis conscient. Et puis je me dis, OK, tant que je suis incompétent, conscient, ça trotte un peu dans ma tête et il faut du temps. Chez certaines personnes, il faut 1 mois, 2 mois, 3 mois, enfin peu importe, jusqu'au jour où elles décident de faire un effort, de dire, OK, maintenant je vais créer ce changement-là, je sais que c'est mauvais et je vais l'enlever ou je vais essayer de m'améliorer. Et là, alors on passe par la compétence consciente. Je suis compétent parce que j'ai mis en place cette habitude, mais tant que c'est conscient, ça demande toujours un effort. Et ça demande toujours un effort. Et le problème avec l'effort, c'est qu'à un moment donné, on a une baisse de motivation, hop, on abandonne. Et le tout, c'est arriver à la compétence inconsciente. C'est-à-dire que je fais les bonnes choses. C'est exactement la même chose pour l'alimentation, hein. Donc, je mange correctement. J'ai un bon petit déjeuner qui me convient, qui est équilibré, mais je ne fais pas d'effort pour autant. Et donc, on se rend compte que quand on ne fait pas les efforts pour les bonnes choses, on peut les maintenir, en fait. Donc voilà. C'est ça. Je pense que pour les personnes qui démarrent le sport, il y a vraiment l'aspect, j'ai envie de dire, accoutumance. Donc, et s'approprier un petit peu l'environnement. Et puis, après, il y a la deuxième élément, c'est qu'est-ce qui est, reproductible et qu'est-ce qui est, l'espèce de faisabilité. Donc, est-ce que je peux maintenir ça et je peux le reproduire sur le long terme? Et donc, je prends un exemple. Tiens, OK, j'ai commencé à faire du sport. Et ça, c'est génial pour les joggeurs. Et je pars en week-end et je sais pas faire de sport. Mais j'ai quand même mes baskets. J'ai prévu le coup. J'ai mis mes baskets dans la valise et je peux aller courir finalement n'importe où. Je suis pas bloqué. Et donc, ouais, exactement. En fait, tu commences à faire les bonnes choses ou en tout cas les choses que tu as décidé qui étaient bonnes pour toi. C'est ça. Sans réfléchir. Sans faire trop d'efforts, en fait. Tu parlais, d'un point qui est essentiel, c'est la récupération. J'imagine que quand on commence à faire du sport, souvent on y va à fond et on est là, on va courir 5 km sans s'arrêter au max et on se crame complètement et puis après on retourne le lendemain parce qu'on a trouvé ça chouette, mais on n'a pas laissé le temps à son corps de se reposer. Comment pour quelqu'un qui démarre ou même qui fait du sport avec un inconfort, ça on peut même en discuter encore un petit peu après. Comment est-ce qu'on gère sa récupération? En écoutant son corps, j'ai envie de dire. Donc les bases, ça sera, c'est ça, c'est vraiment vrai. Hein. Donc écouter son corps. Et après, parce que la récupération, donc, sans juste regarder la séance, avec un mauvais sommeil, on peut ne pas récupérer correctement. Avec un stress accru, on peut ne pas récupérer. Donc je renverrai toujours vers le sommeil et la gestion de stress au quotidien. Maintenant, si on regarde l'entraînement, on va dire que je suis ultra motivé, c'est le 15 janvier, comme tu le disais tout à l'heure, et j'ai envie de me challenger avec mes amis, poussé par mon environnement.
Le problème avec ça, c'est que on risque de se blesser. Mais ça peut arriver. Mais si jamais je le fais, faut juste regarder ce qui se passe après l'entraînement et voir est-ce que j'arrive à récupérer, parce que peut-être que j'ai passé énormément d'années à être en sous-entraînement et pas stimuler ça. C'est le cas de certaines personnes aussi. Elles stimulent pas assez elles vont pas assez pas à l'échec, mais elles vont pas assez chercher le seuil en fait. Et donc le tout, c'est voir est-ce que je récupère suffisamment, et si je récupère pas suffisamment, donc dans ce cas-là, alors il faut modifier, il faut changer. Et comment est-ce qu'on sait si on a récupéré suffisamment? Parce qu'il y a aussi tout cette chose de dire que c'est intéressant d'aller s'entraîner quand on a des courbatures. Mais peut-être faire un exercice différent. Enfin, je sais pas quelle est ta position par rapport à ça. Imaginons, je suis courbaturé le deuxième jour. Oui. Est-ce que ça vaut la peine de se réentraîner sur des après courbatures? 48 heures, oui, effectivement. Donc, si on parle juste de, donc, bon, moi, je suis dans une salle de fitness, dans un studio d'entraînement, et on fait forcément du renforcement musculaire. Si on regarde juste l'aspect renforcement musculaire, les courbatures arrivent souvent 48 heures après, où je sens vraiment, j'ai travaillé les jambes, et c'est souvent dans les jambes qu'on le sent. Si on a fait un mouvement, on peut très bien faire un autre mouvement de jambes. Donc, je prends simplement un exemple. Si j'ai des courbatures parce que j'ai fait des squats, je peux très bien faire des flexions des hanches, ou je vais plutôt avoir un renforcement au niveau des lombaires et au niveau des fessiers. Si les squats, on travaille un peu plus mes quadriceps, alors je change de mouvement. Donc, on peut, donc en planifiant bien sûr, donc en planifiant sur la semaine, avoir un bel équilibre, une belle synergie pour pouvoir s'entraîner à peu près tous les 48 heures. L'exemple en est, donc moi j'ai des clients qui viennent s'entraîner une fois par semaine, mais j'ai des personnes qui viennent s'entraîner 5, 6 et parfois 2 fois par jour. Et alors dans ce cas-là, l'objectif c'est avoir un équilibre, ne pas toujours refaire la même chose. On n'est pas non plus dans du random. Ça veut dire que c'est pas que j'arrive et hop, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Et je bricole. Non, on s'assied, on prend le temps et ensuite on pense à l'entraînement. Et donc moi je suis passionné, comme j'ai dit tout à l'heure, de force. Donc je peux très bien faire de la force, ce qui est mon cas, le lundi matin, et je peux faire un travail de mobilité le lundi soir. Donc je m'entraîne 2 fois sur ma journée. Le lendemain, je peux très bien m'entraîner de nouveau et faire plutôt un travail cardiovasculaire. Donc c'est combiné un petit peu en fait. Pourquoi est-ce que c'est si important la récupération? Pourquoi est-ce que c'est si important la récupération? Comme j'ai dit tout à l'heure, donc soit quand on s'entraîne, c'est qu'on veut s'améliorer. Donc si je reviens de nouveau en amont, je dirais à partir de 25-30 ans, on a un petit peu, c'est un peu notre cas, on a les cheveux qui tombent, on perd de la force, on a moins de vitalité, moins d'énergie, donc on commence un petit peu à s'entraîner. Si on s'entraîne, c'est pour maintenir les curseurs, soit les maintenir ou soit les faire monter un tout petit peu. Et je vais essayer d'à chaque fois pousser mon corps à un certain niveau, mais si je le pousse, il faut absolument que je regarde la récupération derrière. Et donc, si ma récupération est bonne, c'est que je continue à m'entraîner. Et donc, si je vais dans cette logique-là, soit je stagne, soit je suis en surcompensation, ça veut dire que mon entraînement me permet d'améliorer mes capacités de semaine en semaine et de me retrouver toujours à un niveau légèrement supérieur, ou alors je suis en surentraînement. Dans ce cas-là, alors je suis vraiment en dessous. Et donc, ça, c'est le cas de beaucoup de personnes aussi. C'est que soit le stimuli, donc le stress que ces personnes produisent dans le corps, soit c'est pas assez, ou alors soit c'est beaucoup trop. Et du coup, on rentre dans le surentraînement. Donc, de nouveau, c'est mettre en place toute une série de choses pour avoir une surcompensation, en fait. Par quoi peuvent être causés, en fait, les maux de dos? Comment est-ce que tu arrives, en fait, à différents types de maux de dos, que ce soit un maux de dos un petit peu ponctuel ou un maux de dos plus chronique? Qu'est-ce qui va causer, en fait, qu'est-ce qui peut causer ces différents maux de dos? Alors le patient, quand il arrive, Nicolas, il va nous raconter une histoire. Donc déjà, ce qui est bien, nous les praticiens, on aime bien regarder le patient. On aime bien le regarder marcher, on aime bien le regarder se lever de sa chaise dans la salle d'attente, on aime bien le regarder s'asseoir dans la salle de consultation. Donc nos yeux, c'est quand même un outil important en clinique. Ensuite, on va l'écouter puisqu'il va nous raconter son histoire, il va nous raconter où il a mal, est-ce qu'il y a eu un schéma, un mouvement par exemple qui aurait causé la douleur, est-ce qu'il a du mal à l'expliquer, quand elle est cette douleur, dans quelle
situation? Est-ce que c'est parce que il se lève le matin et que c'est difficile, il a un déverrouillage un peu compliqué, puis la douleur disparaît après la bonne douche, une douche chaude en tout cas? Est-ce que c'est une douleur de fin de journée qui est plutôt liée à l'utilisation? Est-ce que c'est une douleur qui est liée à une posture? Position assise prolongée, manutention dans certains corps de profession, les mouvements répétitifs, etc. Et donc on va essayer un petit peu de quantifier le problème, et ensuite on va demander au patient de se changer, idéalement de se déshabiller pour pouvoir le voir. On l'a déjà vu à travers les vêtements, on l'a entendu, maintenant il va falloir l'observer vraiment, et ensuite on va le tester. Donc on a un outil en ostéopathie qui nous permet vraiment de quantifier les zones de restriction, les zones de perte de mobilité. Ce sont nos tests de mobilité. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait tous les jours et chez tout le monde. On va partir un peu à la quête de la restriction. C'est une restriction qui peut être articulaire, bien évidemment. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on cherche les problèmes d'abord structurels, puisque la structure est la base très souvent de tout problème fonctionnel. Et à travers les tests structurels, on va aussi un petit peu quantifier le besoin fonctionnel, liquidien, tissulaire, ligamentaire, digestif. Et donc on a différents comme ça tests qu'on va exécuter debout, assis, couché. Une fois qu'on a un peu fait une cartographie du besoin, on va passer alors à la phase du traitement. Et là, on va utiliser les outils qui nous paraissent les plus efficaces par rapport aux tests qu'on a fait préalablement. Donc, on a des patients des fois qui arrivent en phénomène aigu. Bon, ça c'est typiquement suite à un mouvement. J'ai tourné la tête trop vite, je suis coincé. J'ai ouvert mon carreau, j'ai pris un courant d'air, j'ai un torticolis. Ça sont des choses qui peuvent arriver de manière ponctuelle. De manière ponctuelle, ça veut pas dire qu'il y a un déséquilibre profond derrière. C'est un phénomène traumatique très souvent. C'est traumatique. Mais qui est souvent la fin de course. Voilà. Donc le patient, il a son vase est bien rempli, mais il y a toujours de la place. Donc il continue à mettre de l'eau, et une fois que le vase est bien rempli, c'est souvent une seule goutte d'eau, donc un mouvement qui déclenche un débordement du vase, un phénomène de décompensation, donc le phénomène aigu. Et là, le patient, il faut le prendre en charge rapidement. Là aussi, il y a beaucoup de croyances autour du traitement aigu. Non, il faut surtout pas toucher. T'as trop mal. Il saura rien faire. Il faut prendre des anti-inflammatoires. Il faut te mettre au repos. Non. Un phénomène aigu, c'est-à-dire une manifestation douloureuse qui va arriver de manière soudaine, il faut consulter. Et il faut consulter vite. Parce que plus vite on va voir le patient, plus vite on va quantifier le problème. Très souvent, ce sont des phénomènes, comme je t'expliquais, de décompensation. Donc on arrive rapidement à soulager le patient, puis on le reverra quelques jours ou quelques semaines après pour essayer de traiter le fond, parce qu'il y a toujours un problème de fond. Et ensuite, on a les patients qui vont consulter dans un terrain de confort. Quand même, ils sont fonctionnels, ils sont pas impotents, mais ils arrivent avec un peu des maux chroniques. Et donc là, on n'est plus sur des problèmes, effectivement, de traitement qui prendront 1, 2, 3 ou voire plusieurs séances dans le temps, de toute façon. Mais tu as quand même quelque chose de fonctionnel un petit peu dans les deux cas, parce que ma question c'était un petit peu est-ce que tu as vraiment quelque chose de traumatique qui arrive juste à cause d'un événement isolé, ou est-ce qu'il y a quand même toujours d'office un terrain derrière qui a mené au déséquilibre? Imaginons là maintenant je veux soulever une caisse de 40 kilos et je fléchis pas mes jambes et je me coince le dos. Est-ce que ça peut être, je peux me mettre coincé le dos juste à cause du mouvement que j'ai fait, ou est-ce que ça veut quand même dire que derrière, en fait, il y a un terrain qui est lié à ça? Dans la consultation d'urgence, ce qui nous intéresse, c'est l'urgence. C'est pas le fond du problème. C'est l'événement soudain qui a décompensé le patient. Donc, on va manipuler généralement le moins possible. Donc, on va se concentrer sur la zone à libérer, sur l'attention à libérer pour que le patient reparte fonctionnel, qu'il reparte dans un état de confort. Ensuite, oui, on va de toute façon lui conseiller de revenir à froid, c'est-à-dire quand il aura plus sa phase aiguë, pour essayer de comprendre si sa phase aiguë a été causée par un tableau, un terrain, pour éviter que ça se reproduise, premièrement,
et essayer aussi peut-être de rassurer le patient en disant non, t'inquiète pas, t'as pas eu de bol, ou c'est un peu de fatigue, t'as pas plié tes genoux, évite quand même de porter des caisses aussi lourdes sans plier les jambes, parce que ça de toute façon c'est de la manutention de base, c'est de la biomécanique, hein, peu importe que t'aies un dos solide ou pas, tu mets toutes les chances de ton côté pour te faire mal. Ou ah ouais, effectivement, il y a quand même quelque chose là-dessous, et alors on va entreprendre si besoin une demande d'imagerie ou un suivi peut-être un peu plus poussé. Ouais, effectivement. Donc ça, c'est un peu le premier cas où on sait qu'on a fait un faux mouvement, on sait qu'on a fait quelque chose, il y a une manifestation d'une douleur, aller consulter son ostéopathe assez rapidement pour débloquer la situation et derrière revenir pour voir est-ce que à froid tout va bien. Ça c'est un peu le premier cas de figure un peu de la consultation. De l'urgence. C'est souvent comme ça l'urgence. Hein. Bien sûr, le patient il va venir parce qu'il a mal. Hein. C'est ça. Et plus il a mal, plus il va se battre pour venir rapidement. C'est toujours comme ça. Donc l'urgence demandera un traitement d'urgence. Et puis après tu as du coup, j'imagine que ça c'est la partie un peu la plus facile du boulot. Non. Non, pas du tout. Non. L'urgence, c'est la partie la plus difficile. Ok. Parce que le patient, il va arriver avec un terrain de décompensation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de physiologie. Ça ne respecte plus aucun axe physiologique qu'on a l'habitude de solliciter à travers nos tests, à travers l'anatomie. Là, on est sur un phénomène de décompensation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de praticiens en ostéopathie qui ne font pas les urgences. C'est une prise en charge qui est complètement différente. Comment est-ce qu'on peut prévenir un petit peu des problèmes lombaires, des problèmes de dos? Est-ce que tu as un peu j'imagine c'est très large, il y a énormément de choses à faire, surtout qu'on parlait tout à l'heure du nombre de facteurs qui peuvent impacter ça. Mais est-ce qu'il y a un petit peu des grands conseils de la prévention de son dos? Parce qu'au final, un dos, on n'en a qu'un. Ouais. Il faut le tenir toute sa vie. Oui, bien sûr. Quels sont un petit peu les grands conseils pour prévenir la santé du dos? Alors, des conseils généraux, hein, c'est ça que tu me dis. Alors, oui, parce qu'après, forcément, en fonction quand on est hors quand on est hors problématique, quand on va bien, voilà. Moi, je vais bien, où je sens que j'ai de temps en temps des petits soucis au niveau du dos, mais je suis pas encore vraiment dans un problème qui nécessite une attention spécifique. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu conseilles pour essayer de rester dans cet état? Alors, si le patient n'a pas vu de praticien qui a pu quantifier un peu son problème, on va plutôt effectivement donner un conseil assez général, hein, des conseils assez généraux. Bouger. La première chose à faire, c'est qu'il faut rester mobile. Ça, c'est primordial parce qu'avec le temps, avec l'âge, la masse musculaire, la masse maigre, le métabolisme basal, hein, le métabolisme de base, il diminue parce que la masse musculaire s'effondre. Et donc, c'est primordial pour le bon fonctionnement de l'organisme de garder un maximum sa masse musculaire. Donc, il faut bouger. Il faut bouger un maximum, il faut avoir une activité physique ou plusieurs et idéalement régulièrement. Hein, une marche quotidienne de 30 minutes, 45 minutes, c'est une activité physique. Essayez de varier les activités physiques. Comme ça, on va avoir un peu d'endurance, un peu de souplesse, un peu de renforcement musculaire. Donc ça, c'est vraiment important parce que de toute façon, dans tous les soins, on va soigner à travers le mouvement. Que ça soit un mouvement d'une mitochondrie, un mouvement cellulaire, que ça soit un mouvement articulaire, que ça soit un mouvement d'un liquide. Ce qui va faire en sorte que le corps se porte bien, c'est parce qu'il bouge. Donc ça, c'est le conseil vraiment important. Le deuxième conseil que moi je donne beaucoup à mes patients, sans aucune prétention, c'est l'alimentation. On va pas rentrer dans des détails, mais quand même, je m'y intéresse. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être réglés aussi simplement par l'hydratation du patient. Qu'est-ce qu'il boit? Qu'est-ce qu'il ne boit pas? Qu'est-ce qu'il boit trop? Les excès alimentaires, toxines, très souvent, certains aliments qu'il faut éviter dans certains problèmes, bien évidemment. Donc ça, c'est quand même des pistes qu'il faut investiguer et conseiller. Donc l'hygiène alimentaire de manière générale et les heures de sommeil. Voilà, le repos, c'est déjà le premier des soins. Voilà, ça c'est vraiment, les grandes lignes. Donc bien bouger en suffisance, essayer de s'alimenter quand même correctement et faire attention à ses heures de sommeil. Bon, là déjà on a un bon combo pour aller bien entre nous. Et ensuite, ça sera plutôt des conseils singuliers.
Moi, je ne donne pas de conseils quand on les écoute pas. Je trouve que ça a aucun sens. Si on donne les mêmes conseils à tout le monde, moi, je suis patient, je vais me faire manipuler chez un confrère. Je lui dis, écoute, est-ce que je dois faire un truc, quelque chose pour aller mieux là, pour que ça tienne, et qui commence à me sortir une liste de conseils qui ont pas de sens avec ma douleur, ben je vais pas les écouter. Donc, il faut donner un conseil qui soit ciblé par rapport aux besoins. Donc là, le conseil, ça va être le praticien qui va le donner au patient après la séance. Est-ce que tu conseilles justement en prévention d'aller voir un ostéopathe de temps en temps? Est-ce que c'est quelque chose qui, à tes yeux, peut avoir un intérêt? Alors oui, d'office. Une colonne, ça bouge toute l'année. C'est soumis à des contraintes mécaniques, environnementales, digestifs. C'est soumis aussi à des stress sportifs. Donc on emmène la voiture une fois par an au garage. Je pense qu'on peut aussi emmener sa colonne une fois par an chez l'ostéo. C'est pas du tout une mauvaise idée. Justement parce qu'on va pouvoir prévenir. On va pouvoir peut-être anticiper un phénomène aigu. Parce que le patient, très souvent, c'est pas parce qu'il a mal qu'il y a un problème. Et c'est pas parce qu'il n'a pas mal qu'il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas une douleur qu'on soigne. Ça, c'est un problème pour la médecine conventionnelle. La médecine conventionnelle a besoin de symptômes, de douleurs pour donner une médication. Très souvent. Nous, en ostéopathie, ce qu'on soigne, c'est le patient. Voilà. Mais si le patient il vient pas, on peut pas l'aider. Donc oui, je conseille clairement de venir une fois par an, une fois tous les 2 ans, s'il n'y a pas spécialement de douleur aiguë. Et à la manifestation d'une douleur aiguë, il faut consulter. C'est parce que dans la démarche, dans la posture, le patient il est déjà trop loin. Donc ça va devenir récurrent, ça va devenir de plus en plus problématique. Donc de toute façon, tôt ou tard, il va consulter. Au plus tôt, au mieux. Ouais. Généralement, au plus tu te dis, faut que j'arrête de penser à ça, au plus tu vas penser à ça. C'est comme quand t'es dans ton lit le soir, tu te dis, allez, j'arrête de réfléchir, bonne chance. Oui. Comment est-ce qu'on peut faire pour ça? Oui, l'exemple ultime des ruminations au soir quand on est dans son lit et qu'on a envie de dormir mais qu'on n'arrive pas à dormir parce qu'on continue à ressasser, c'est vraiment l'exemple le plus compliqué à gérer parce qu'il y a une vraie motivation. Généralement, si on pense à quelque chose, c'est que c'est important pour nous, ça nous touche. Et alors, l'idée avec la pleine conscience, la méditation, c'est que ça va nous aider, entraîner notre attention à pouvoir se détacher de pensées négatives. Le seul souci, c'est que c'est juste encore des hypothèses. On n'a pas encore pu vraiment le tester dans la vie quotidienne, mais donc vraiment l'idée, en entraînant notre capacité à être tout d'abord conscient de ses pensées, de sa respiration quand on médite, puis à pouvoir diriger notre attention à différentes parties de notre corps, notre respiration, nos pensées, revenir sur notre respiration quand on le veut. Tout ça, ce sont des compétences qui peuvent faciliter le fait que quand on se retrouve le soir à ruminer dans son lit, on peut essayer de rediriger notre attention sur notre respiration, mais parfois ça va pas être suffisant. Et alors là, il faut essayer de mettre d'autres stratégies en place, de parfois simplement reporter la rumination, donc se dire, écrire ses pensées. Parce que généralement, nos pensées sont répétitives parce qu'on a qu'une petite mémoire active et donc on peut repenser la même chose plusieurs fois. Donc le fait de les écrire, ça peut déjà aider. Ou le fait de reporter. Voilà, je rumine par rapport à cette situation. Ici, maintenant, mon but, là, maintenant, dans mon lit, c'est de me coucher pour être en forme demain. Mais je prévois demain à 4 heures, je me pose à une table avec un café et je rumine, je repense à cette situation. Et parfois, rien qu'avoir la réassurance d'avoir un moment pour penser à cette situation-là peut aussi aider à calmer l'envie et à pouvoir arrêter de ruminer dans le moment. Déjà, le fait d'en avoir conscience. Là, je rumine. Cette pensée, elle est là. Je pense que ça, c'est déjà un gros. Oui, c'est la première étape du travail. C'est d'avoir conscience que tu rumines. Oui, et je pense que c'est là où la pleine conscience sera probablement le plus utile. C'est vraiment être conscient de son processus de pensée. Et alors, en thérapie, il y a plein de choses à faire. Une fois qu'on a conscience de ses comportements, une fois qu'on a conscience de ses pensées, on peut aussi se poser la question, mais est-ce que cette pensée est vraie? Est-ce que je crois ce que je pense? Qu'est-ce que ça suscite sur moi? Enfin, il y a vraiment tout un pan de thérapie. Alors là, du coup, c'est le deuxième volet. T'as le premier volet qui est de te dire, voilà, je suis conscient que je rumine. J'identifie le moment, je pose le mot. Et puis derrière, de se poser à une table avec son café et te dire, ok, je reprends cette pensée maintenant. Il y a un écart entre ce que tu expliquais tout à l'heure,
l'écart entre la situation idéale et la situation telle qu'elle est. Et qu'est-ce que je peux mettre en place? La rumination te fait dire il y a un écart. Maintenant, ça ne va pas résoudre le problème. Toi, tu l'identifies, tu te dis, ok, maintenant je prends le temps de réfléchir à cette pensée et qu'est-ce que je peux mettre en place pour réduire l'écart. C'est pour ça que savoir, par exemple, que les ruminations viennent généralement, en tout cas, d'un écart entre une situation idéale et une situation désirée et une situation réelle. Rien que savoir ça, en fait, on peut se dire, mais dès que je remarque que j'ai des pensées répétitives, on peut essayer de partir à la recherche de cette situation idéale et de la situation réelle auquel je pense. Et donc, prochaine fois qu'il y a une dispute et qu'on est en colère aussi, ou qu'on rumine par rapport à ça, on peut se dire, ok, c'était quoi la situation, où est l'écart? Et rien que savoir cette information, ça peut nous donner plus d'outils pour alors gérer cet écart. Parce que parfois on rumine, on ne sait pas où est l'écart, on ne sait pas comment est-ce qu'on aurait voulu que les choses se passent. Et alors là, c'est très, très difficile évidemment de changer les choses et de changer son comportement dans le futur. Ouais, où je me dis que parfois il y a certaines situations dans lesquelles il n'y a même pas d'écart. En fait, c'est juste qu'on se rend pas compte qu'on est dans une situation qu'on a désirée. Parce que j'écoutais justement, je sais plus qui parlait de ça, j'arriverai plus à le citer, mais quelqu'un disait oui, parfois il y a certaines personnes qui veulent atteindre certains objectifs. Disons, ils veulent lancer une chaîne de podcast. Et tout le monde leur dit ça va être dur. Tu dis oui, ça va être dur. Et puis après, tu es dans le processus et tu te dis c'est dur. Tu rumines sur le fait que c'est dur. Je pense qu'à partir du moment où tu te dis bah oui, tu savais que ça allait être dur. C'est dur, c'est ça. C'est ce que tu es en train de vivre. C'est ce que tu es en train de vivre, c'est dur. Ça, parfois, ça peut faire partir ce sentiment c'est ça, oui, absolument. De différence entre la situation désirée et la situation dans laquelle tu es, parce qu'en fait, tu as désiré cette situation. Et exactement, c'est un très bon exemple, parce que là, en fait, ce que tu fais, c'est que tu changes ta situation idéale. C'est dans le moment même où tu rumines parce que c'est dur. En fait, ta situation idéale, c'est mais ça devrait pas être dur. Mais en pensant à la situation, tu dis c'est normal. Et donc l'écart, il disparaît parce que du coup, tes attentes sont que ça va être difficile et que tu vas être capable de le gérer. Et donc pareil, par exemple, généralement un sujet pour lequel les gens ruminent beaucoup, c'est s'ils sont pas contents au boulot. C'est pas leur job idéal. Et ça, c'est très difficile à changer. Et c'est pour ça que les gens vont ruminer beaucoup, généralement avant de dormir, parce que c'est un moment où ils ont le temps. C'est quelque chose qui est important pour eux, et donc ils vont ruminer par rapport à leur boulot. Et là, deux choix se posent en quelque sorte, mais alors de façon très pragmatique. C'est beaucoup plus difficile d'implémenter ça. Enfin, c'est simple à définir, mais pas simple à implémenter. Il y a deux choix qui se posent. C'est soit on change de boulot, et on essaie du coup de concrètement changer l'écart, changer la situation dans laquelle on se trouve, soit en fait de changer notre vision de la situation idéale. Simplement de se dire, ok, par exemple, ce boulot est horrible, mais il y a quand même du positif parce que par exemple, il me permet de subvenir à mes besoins, de partir en vacances, de pouvoir aller boire un verre avec des potes. Et donc, c'est vraiment jamais... c'est toujours très subjectif en fait, les écarts et les situations désirées. Oui, du coup, l'intérêt de parfois, si une situation te fait ruminer beaucoup, de réévaluer ta situation désirée. Est-ce que c'est vraiment une situation désirée? Ou est-ce que, en fait, non, il y a rien là-dedans que je désire, j'ai rien demandé de tout ça, je serais beaucoup plus heureux de faire autre chose, ou alors, en fait, si, c'est la situation que j'ai désirée, elle me permet de faire telle ou telle chose, et donc, en fait, changer la perspective qui ferait, du coup, disparaître cet écart, c'est super intéressant comme... Oui, mais j'adore cette vision parce que ça donne vraiment tout de suite des outils beaucoup plus concrets pour les gens pour gérer leur rumination. Et on peut se dire même, prendre comme habitude de se dire dès que je rumine, c'est une opportunité pour essayer d'un peu mieux vivre, de savoir s'il y a des choses que je peux faire, des conversations que je dois avoir avec des personnes éventuellement, ce genre de choses. On sait que il y a certains mécanismes biologiques qui ont un impact dans la dépression, dans l'humeur, c'est-à-dire certains neurotransmetteurs, la dopamine qu'on appelle l'hormone du bonheur, la sérotonine, la noradrénaline, qui régulent un petit peu l'humeur, la motivation, tout ça. Est-ce que tu as fait un lien, est-ce que tu as vu des liens entre ces neurotransmetteurs et la rumination?
Oui, je n'en ai pas parlé pendant ma présentation, mais j'en ai parlé dans ma thèse parce que, voilà, par souci de perfectionnisme, il fallait que je parle de beaucoup de choses. Mais donc, il y a bien un lien qui a été fait entre les ruminations et toute forme, en fait, de pensée répétitive et spécifiquement négative et leur impact sur la biologie, le système, enfin, notre physiologie. Et en fait, c'est pas surprenant, il y a un impact négatif. Mais c'est très intéressant de savoir pourquoi il y a un impact négatif et pourquoi ça a lieu. En fait, quand on rumine, quand on a des pensées répétitives ou on se soucie par exemple par rapport à une situation future, on active une sorte de représentation qui nous cause du stress. Et donc, en activant cette représentation, notre cerveau il nous prépare à gérer cette situation de stress. Et donc, il y a plein de mécanismes qui se mettent en place, d'hormones, de neurotransmetteurs, etc., qui sont sécrétés, des changements physiologiques qui sont activés. Le problème, c'est que du coup, cette situation, normalement, elle est censée être temporaire. Si on croise un ours dans la forêt, on gère cette situation et après normalement on récupère et notre corps revient à la situation d'avant et on appelle ça l'homéostasie, sorte de thermomètre interne du corps où il revient à la situation normale. Le problème avec les ruminations et les pensées répétitives, c'est que on va continuellement s'exposer à cette représentation de stress, cette activation physiologique et alors petit à petit en fait il y aura une sorte d'accumulation où le corps va petit à petit se dérégler. Et notre homéostasie, alors que par exemple on était à 20 degrés, ça c'était notre température normale où on se sent bien dans notre corps. Donc ici je fais une métaphore, hein, mais donc notre thermomètre indiquait 20 degrés et ça c'était la bonne température. Au fur et à mesure du stress, notre thermomètre interne, notre homéostasie du corps va être complètement perturbée. Et au travers de tous les changements, dérèglements d'hormones, etc., en fait on va se retrouver à un nouveau normal qui alors par exemple ça pourrait être 25 degrés si je continue la métaphore et le problème c'est que ça devient le nouvel état normal de la personne mais ce nouvel état normal de la personne n'est pas un état sain, c'est un état déréglé de manière continuelle et c'est pour ça qu'on voit que les pensées répétitives de manière générale dans la littérature sont associées avec des risques cardiovasculaires, une plus faible immunité, plus de dépression parce que la dépression aussi a un facteur métabologique. Oui, donc rien que pour ça aussi, essayer de moins ruminer ou d'aider les gens à moins ruminer, ça a un impact, ça leur donne l'opportunité en fait d'essayer de revenir à une biologie et à un fonctionnement du corps plus normal. Oui, oui parce qu'à l'époque, l'ours, généralement on arrivait, soit on s'enfuyait et c'était bon, ou alors voilà, on y passait mais la situation était réglée. Ouais. Aujourd'hui on reprend l'ours avec nous dans notre lit. C'est ça, et on y pense tous les soirs et notre corps se prépare à l'affronter tous les soirs mais il a du coup moins de temps de se reposer. Et c'est pour ça que parfois la méditation ou du repos est nécessaire pour donner l'opportunité au corps de se ressourcer, de vraiment revenir à la normale. Peut-être une dernière question, est-ce que on en a sûrement déjà parlé longuement, mais quelqu'un qui se dit est-ce que je rumine de manière normale ou pas? Tu as dit au début que c'était forcément lié à est-ce qu'on est déprimé ou pas, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses, d'autres tests, d'autres questions qu'on peut se poser pour savoir si on rumine comme on rumine tous, parce qu'on rumine tous, ou est-ce qu'on rumine de façon excessive et il faut vraiment adresser le problème? Je dirais il faudrait essayer pour soi de trouver une sorte de mesure de souffrance. c'est très subjectif en fait de définir la souffrance pour soi-même, mais c'est l'idée de dire mais est-ce que je néglige du coup à cause de mes ruminations, est-ce que je m'empêche de faire certaines activités qui sont importantes pour moi, est-ce que je m'empêche de voir certaines personnes, ou est-ce que je perds des relations à cause de mes pensées répétitives, est-ce qu'elles m'empêchent d'agir, est-ce que par exemple le perfectionnisme aussi peut mener à des ruminations et du coup peut nous empêcher à agir et cause de la procrastination. Il y a aussi l'idée de si le sujet des ruminations ou des inquiétudes est le même, si ça revient souvent, ça aussi ça peut être une indication que on sort un peu de la normale en quelque sorte et qu'il y a quelque chose qu'on peut travailler. Oui, donc vraiment aspects sociaux, aspects de vie, souffrance générale, si ça impacte le sommeil, si ça impacte notre capacité à fonctionner tous les jours, là ça devient très clair que il faudrait essayer de traiter ces ruminations et de voir un psychologue, d'être accompagné.
Merci.